Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Vous êtes sur Fréquence Évasion, nous sommes sur le chemin de Stevenson, à Langogne, en compagnie de Luc Valette, qui est responsable de l'Office de tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons commencer cet entretien en situant la ville de Langogne. Alors, si on veut se rendre à Langogne, comment doit-on faire? Elle se situe où, cette localité de Langogne? Alors Langogne est au carrefour de 3 départements. La Lozère, bien sûr, l'Ardèche et la Haute-Loire, et au carrefour de 3 régions administratives qui sont l'Auvergne, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon. Pour arriver à Langogne, tout simplement en venant de Lyon par la nationale 88, qui devrait dans l'avenir devenir une 2 fois 2 voies. Pour la région de Clermont, par l'autoroute A75, et pour la région de Nîmes-Alès, nationale 102. Au carrefour national 88. Alors, nous allons vous donner la parole pendant un bon moment, puisque Langogne a un riche passé historique. 1000 ans d'histoire, c'est pas rien. Vous venez de fêter il y a quelque temps les 1000 ans d'histoire de Langogne, justement. Vous allez nous en parler. Il paraît que Langogne daterait de 998. Alors, à l'époque, la création de la ville est liée à la création, bien sûr, de l'église. Langogne était un monastère qui abritait des moines, et à l'époque un seigneur de la région fit cadeau au pape de la construction de l'église de Langogne, qui est toujours à côté de nous depuis bientôt maintenant 1100 ans. Vous connaissez l'origine du nom de Langogne ? Langogne, l'origine du nom exact, je ne la connais pas. Mais on pense quand même que c'était une origine très, 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 très vieille. Et je crois que dans nos papiers, nous avons quelque chose de plus important, mais je ne saurais pas trop vous dire là aujourd'hui. Alors, quelle a été l'évolution de Langogne dans le temps? C'est une ville qui a été créée par des moines. Vous allez nous en dire plus. Langogne est une ville, qui a été gérée par les religieux pendant pas mal d'années, et qui a vécu du commerce, parce qu'elle est le carrefour entre autres, de la route du sel. Et pendant des années, Langogne a été le gros bourg-centre de toute la région, un bassin de vie très important, et donc s'est développé surtout dans le commerce de la laine, dans le commerce de la viande, et après, bien sûr, dans les années suivantes, dans le tourisme. A-t-on des informations sur l'époque moyenâgeuse, médiévale? On a pas mal de livres qui ont été écrits à l'époque sur la vie de Langogne, mais on a quand même une histoire fantastique, c'est l'histoire de la bête du Gévaudan, qui a démarré à Langogne, puisque quand on retrace et quand on lit un petit peu les livres qui sortent là-dessus, Langogne a été la première ville où on a trouvé le premier acte de barbarie de cette bête-là. Et on a d'ailleurs en ce moment Monsieur Aubazac, qui est un historien, amateur, mais un historien, qui vient de sortir un livre sur la bête du Gévaudan, qui est très intéressant à lire. La bête du Gévaudan, mythe, réalité? On va dire un peu de chaque. Nous sommes donc sur la route, sur le chemin de Stevenson. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce personnage, Stevenson? Stevenson, comme tout le monde le sait, est un journaliste anglais, enfin journaliste, on va dire, surtout un écrivain de l'époque, qui est parti avec un âne du Monastier jusqu'à Saint-Jean-du-Gard. Et entre autres, a arrêt à Langogne, et dans le livre qu'il a écrit, il dépeint un petit peu la vie de l'époque. Je crois que c'était dans les années 1700 et quelques. Et la vie un peu de l'époque des Langognais et de l'accueil qu'il a trouvé ici, dans notre pays. Alors, un autre personnage important dans la région, il s'agit de Monsieur Galtier. Il faisait partie du monde médical. Est-ce que vous pourriez nous en parler en quelques mots? Alors, Pierre-Victor Galtier est né en 1846 et il est décédé en 1908. Ça a été une très grande figure langonaise. C'est un fils de Langogne. Et c'est un homme qui s'est, dès sa plus tendre enfance, intéressé à tout ce qui était contagieux. Donc, il a fait de hautes études et a travaillé donc à Lyon, dans une école de vétérinaire, et a travaillé sur le virus de la rage.
c'est le précurseur du virus de la rage, et disons que c'est un adepte de Pasteur, et il a amené à la science quelque chose d'énorme. Un livre a été écrit par René Delorme sur sa vie et sur ce vaccin-là, justement. Alors à propos des travaux de Monsieur Galtier, il y a une association qui s'appelle l'association La Rage. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur cette association ? Mais c'est une association de passionnés qui ont voulu, par cette démarche, faire connaître Pierre-Victor Galtier et rendre à cet homme la vérité. Hein ? Donc ils ont fait des recherches très importantes et ont écrit un livre qui est disponible en permanence à l'Office de tourisme de Langogne sur toute cette époque et toutes les recherches de Pierre-Victor Galtier. Et on s'aperçoit en lisant le livre que cet homme-là a participé et a été le précurseur du vaccin de la rage. Aujourd'hui, quels sont les monuments historiques à visiter, à découvrir sur Langogne ? Alors, sur la ville de Langogne, on a bien sûr l'église qui est du XIe siècle, qui rappelle vraiment l'époque du Seigneur qu'il avait construite, qu'il avait fait construire. On a encore, bien sûr, la halle au grain, qui, elle, avait été édifiée aux alentours des années 1700 et qui servait à l'époque au commerce du grain et à tous les commerces, bien sûr, qui se faisaient sur Langogne. On a, après, pas mal de petits sites, on va dire, hein, de vieilles rues, une très vieille ville, un centre historique très important avec de très vieilles maisons, des petites statues posée un peu sur tous les murs, entre autres une statue qui est très humoristique, on va dire, et qui pourtant a une connotation religieuse, qu'on appelle le Cagaire, qui se retrouve à côté du pont, du vieux pont de Langogne, et qui, à l'époque, ces statues étaient à l'entrée des églises, et leur signification était qu'on donnait à la statue ses péchés. Alors, un autre monument en quelque sorte à Langogne, c'est le porche de l'horloge. Oui, c'est le porche de l'horloge. Le porche de l'horloge permet, si vous voulez, d'entrer dans la vieille ville. Hein, c'est ce qu'on appelle, nous, Langonais, la porte du petit tour de ville. Hein, et elle donne, bien sûr, sur une boulangerie à l'ancienne où on fait encore cuire à ce jour du pain au feu de bois. Alors, nous sommes très intéressés par l'histoire de la filature, puisqu'il paraît qu'il y a encore des machines en état de fonctionnement. Bien sûr. Alors, l'histoire de la filature est quelque chose de fantastique. Cette filature était à l'abandon, puisque son propriétaire a arrêté d'y travailler. Et une association regroupant des gens un peu de tout azimut se mit en tête de refaire renaître cette filature. Donc, le propriétaire vendit la filature à la commune. Et cette association se mit en place pour refaire vivre, rénover, refaire vivre cette filature qui de nos jours fonctionne toujours, produit bien sûr un peu de laine pour justifier donc son titre de musée vivant. Et à l'intérieur de cette filature, on trouve les machines d'époque, entre autres une machine très très rare qui s'appelle la Mulgeny, qui est une machine qui fait les bobines et qui peut faire jusqu'à 120 bobines de fil en même temps. Précisons que ces machines datent de 1800. Alors, il y a aussi le musée Art Sacré. Oui, le musée de l'Art Sacré, qui lui, par contre, n'est pas sur la commune de Langogne, mais sur la commune de Chastagnier, tout à côté. Le musée de l'Art Sacré est là aussi dû à la volonté d'une association et de gens qui se sont regroupés pour faire quelque chose dans notre pays. Et entre autres, l'ancien maire de Chastagnier, M. Mourgue, qui tenaient en leur possession tout un tas d'habillements de prêtres et de religieux de l'époque, et de très beaux habits, qui ont voulu les mettre en valeur, donc ont créé un musée, que la région a aidé, ainsi de suite, et encore une visite intéressante à Langogne. Alors, une autre promenade que l'on peut faire l'été, par exemple, se rendre au lac de Nozac, où il y a un immense barrage qui, je pense, date de 55, c'est ça ? Oh non, pas si tard. C'est un projet qui est très vieux, mais par contre, le barrage, lui, a été mis en œuvre aux alentours des années 80.
Et là aussi, bon, bien sûr, un barrage de 1050 hectares, 190 millions de mètres cubes d'eau, un site remarquable, avec la nature vraiment à tout azimut, où on a su conserver jusqu'à maintenant un espace naturel vierge. Est à l'étude, bien sûr, maintenant tout un tas de projets pour essayer d'aménager du point de vue touristique ce lac. Mais tout en gardant quand même vraiment cet espace nature où on peut voir au jour d'aujourd'hui encore des canards, tout un tas d'oiseaux et tout un tas de bestioles vivantes un peu autour, et où on peut voir des fermiers travailler, des vaches, des taureaux, tout autour, sans que le béton n'ait pris l'emprise sur sa valeur. Donc vraiment un espace très très naturel et près des gens, à ne pas manquer. Alors nous sommes ici à la naissance de l'Allier. On est aux sources de l'Allier. Oui, les sources de l'Allier prennent à Chasse-Radès, une petite commune à côté, et donc l'Allier traverse Langogne sur toute sa partie, on va dire, est, et rejoint bien sûr par un autre ruisseau qui est très poissonneux, le Langoïrou, qui lui aussi, par contre, traverse Langogne, mais dans son centre. Alors, qu'y a-t-il à voir aux alentours de Langogne? À voir aux alentours de Langogne, bien sûr déjà tous nos petits villages aux alentours, qui ont chacun leur spécificité, leur accueil. Hein. Des petits villages comme Chélard-l'Évêque, qui est un village où vit une 60aine de personnes à l'année, et un village bien sûr magnifique pour toutes ces maisons, ces vieilles maisons qui ont été restaurées, tout ça. Ensuite, on va trouver un village, par exemple, comme Fontane, qui lui est beaucoup plus espacé, qui se trouve sur les hauteurs du lac, qui donne à certains moments des vues imprenables sur le lac. Hein. À côté, nous avons Aurousse qui fait partie du canton, qui est la deuxième commune de canton, un peu plus grande que les autres, qui a 450 âmes à peu près, qui est un village qui est tout construit sur le coteau, et qui est de toute beauté, et qui en plus est traversé par une rivière, le Chapeauroux. Alors après, nous avons Chastanier, nous en avons parlé tout à l'heure avec son musée, qui a la spécificité d'être un village où il n'y a rien. C'est-à-dire un village où il y a juste l'église, le musée et le cimetière. Sur le village lui-même, et la mairie, bien sûr, et puis tout à côté, des hameaux clairsemés un peu partout, et qui font la commune à la sortie. C'est à voir, c'est à faire le chemin un petit peu de tous les hameaux, il y a vraiment des jolis coins. Hein. On a Rocle, qui est un village très ancien aussi, qui lui par contre est sur les bords du lac, qui détient aujourd'hui un ensemble de camping avec un parcours aventure, le parcours du Rondin, qui vient de sortir cette année, qui a aussi les écuries de Paillère, qui est une structure où on peut faire du cheval, et autant de l'équitation que du cheval de randonnée, et qui a de l'hébergement aussi en même temps, bien sûr. Ensuite, il ne faudrait pas que j'en oublie, nous avons bien sûr Nossac. Nossac, qui lui est un village tout neuf, puisque c'est un village qui a été construit dans les années 80, quand le barrage a été édifié. Le vieux village de Nossac étant bien sûr sous l'eau et qui avait été rasé. Alors là, dans Nossac, quelque chose de très beau à voir, c'est bien sûr la tour abbatiale qui a été entièrement remontée de l'époque, et le clocher de l'église qui lui aussi, pierre à pierre, a été remonté sur la nouvelle église de Nossac. Et bien sûr, je vais finir par Luc. Luc est le village le plus éloigné de Langogne, mais qui par contre détient quelque chose de formidable à voir, puisque c'est les vestiges du château de Luc. Hein. C'est restauré par une association et des gens très volontaires, et qui font les visites pendant tout l'été. Les gorges de l'Allier sont des gorges qui sont inaccessibles autant à pied, bien sûr en voiture ou même à cheval. Ces gorges-là sont très profondes, et la seule façon de les visiter, c'est le train. Donc nous sommes associés avec le SMAT, le syndicat mixte d'aménagement du territoire du Haut-Val d'Allier, sur un projet de faire visiter les gorges de l'Allier sur le train.
c'est le seul produit touristique ferroviaire qui, au jour d'aujourd'hui, fonctionne sur des lignes SNCF, parce que vous savez que beaucoup de produits ferroviaires fonctionnent sur des lignes privées. Donc nous, c'est vrai que ça attache certaines contraintes, puisqu'on est obligé quand même de faire avec la SNCF, de voir en fonction des trains qui circulent sur cette ligne. Mais ce train-là circule à des heures précises et a l'avantage de circuler très doucement pendant tout son trajet et de passer par des endroits qui sont jusqu'à jour inexploités, à part par le train. Alors, je suppose que l'Office de tourisme de Langogne organise des circuits pédestres, touristiques. Comment ça se passe? Alors, nous avons déjà un topo-guide qui s'appelle Pays Côté Chemin, qui sont des petites randonnées. Et qui passent dans tous nos villages aux alentours. Et bien sûr, une randonnée citadine à faire dans Langogne pour faire découvrir un peu tous les trésors de Langogne. Ensuite, on a autour de ce topo-guide une randonnée automobile qui permet de faire la visite un peu de tout le bassin de vie de Langogne et 3 randonnées à VTT pour passer dans des endroits où à pied c'est trop loin et en voiture impossible. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler des marchés et notamment de la place du marché qui est un peu un centre historique? Alors c'est vrai que Langogne a une chance phénoménale d'avoir ces 2 places, la place de la Moine et la place des Halles, qui sont d'une architecture formidable et qui nous servent pendant toute l'année lieu et place de marché. C'est vrai que Langogne est réputée pour son marché tous les samedis matins. Et en été, on augmente la cadence en faisant un tous les mardis matins. Notre marché de Langogne accueille à peu près une centaine de marchands pendant toute la saison. Et on y trouve vraiment des produits de toute variété, mais surtout beaucoup de produits régionaux de la charcuterie de notre pays, qui est vraiment excellente, puisque je crois qu'on la connaît dans le monde entier, la charcuterie de Langogne, en sachant quand même que Langogne détient le record du monde de la plus longue saucisse. Nous en avons fait 23 km il y a 2 ans, et nous avons à l'étude un petit projet pour aller un peu plus loin cette année. Alors, changeons de registre, est-ce que vous pourriez aussi nous parler du festival que vous avez organisé il y a très peu de temps? Oui, alors nous avons créé le festival Interfolk 48, qui est, si vous voulez, en accord avec le festival folklorique du Puy, à peu près à la même date. On s'échange un petit peu les groupes, qui est un festival où on reçoit des groupes de folklore du monde entier. Donc cette année, nous avons eu 8 pays de représentés, et le festival a duré sur la 3e semaine de juillet 5 jours. Alors notons que vous avez des capacités d'accueil intéressantes, puisqu'il y a des hôtels, des gîtes, des hôtels 2 étoiles, 3 étoiles, puis un golf. Alors, est-ce que vous avez une infrastructure permettant d'accueillir sur Langogne des gens à l'année, c'est-à-dire des gens qui souhaiteraient venir s'installer dans la région? Langogne a déjà une chance sensationnelle, c'est d'avoir beaucoup d'écoles, puisque Langogne est le bourg, centre de vie d'un bassin important. Langogne est doté d'écoles, on va dire, laïques et d'écoles plus privées. Par contre, nous allons des 2 côtés, que ce soit en laïque ou privé jusqu'au bac, et pour l'école privée qui a créé une section professionnelle, nous allons jusqu'au BTS automobile. Voilà. Donc, c'est une chance inouïe pour les gens qui viennent s'installer à Langogne. Ça nous permet de garder nos enfants, on va dire presque jusqu'à la majorité, dans notre cité, qui est une petite cité de 3500 habitants, très tranquille. Et quand ils s'en vont de chez nous, ils ont un peu plus de plomb dans la cervelle et ça nous permet de les suivre un peu mieux. Eh bien, vous trouverez le numéro de téléphone de l'Office de tourisme de Langogne sur le site de Fréquence Évasion. Eh bien, merci d'avoir participé à cette émission. À bientôt dans la région de Langogne. Merci, au revoir. Au revoir et merci à vous. Vous écoutez Fréquence Évasion, la radio en Provence, Côte d'Azur et Pays Gardois. À bientôt dans la région, partout dans le Grand Sud. Nous vous tiendrons au courant de tout ce qui se passe en Provence et partout ailleurs. Fréquence Évasion.